en remerciant le discours de M. Zekri, bien sûr, il y a un problème au sein de la communauté musulmane en France qui consiste, est-ce que les communautés s'occupent de tous les sectes et branches où vous entendez le mot musulman, c'est une unité indivisible. Parce que souvent, les chiites qui fréquentent comme un touriste les grandes mosquées ou les petites mosquées ne trouvent pas leur place à l'intérieur de cette communauté. Si j'ai bien compris, vous dites que les minorités chiites ne trouvent pas leur place dans les mosquées. Vous savez... J'ai dit ESCO. Pardon? J'ai dit est-ce qu'ils ont. Alors, je vais vous dire. En définition, dans l'islam, la mosquée, c'est la maison de Dieu. Elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas de différence entre chiites, entre sunnites. Quelqu'un qui va à la mosquée, c'est pour prier. On ne regarde pas ni son identité, ni ses origines. Le problème qui se pose aujourd'hui à nous en France, c'est le problème de la jeunesse et de la radicalisation, aussi bien dans les prisons que dans certains lieux de culte. Je vous en parle parce que je suis meurtri. Parce que j'ai rencontré des jeunes qui sont partis en Syrie et d'autres qui sont revenus. Et j'ai rencontré les parents qui souffrent et d'autres qui veulent partir. Aujourd'hui, ce qu'il faut dans les mosquées, c'est ouvert à tout le monde. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse combattre ce radicalisme. C'est qu'on puisse être tous ensemble contre le terrorisme. Vous savez, mon voisin de droite a parlé du radicalisme dans les pays. Mais le terrorisme, actuellement, il est français. Il est en France. Il ne vient plus de l'extérieur. Ce sont nos enfants. Ce sont les convertis qui connaissent rien à l'islam. C'est ça qu'il faut combattre. C'est ça qu'il faut éduquer pour éviter à la France une dérive terroriste. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé et on ne veut pas que ça recommence. Mais les mosquées, croyez-moi, elles sont ouvertes à tout le monde. Chiites, sunnites, ibadites, etc. Je dis ça parce que je vois qu'au sein, par exemple, au sein du discours de Pape Saint-Siège, il y a une sorte d'autocritique en ce moment, qui est très intéressant et joue souvent dans le milieu musulman. On parle de cette audace et on ne voit pas l'équivalent de ça dans le monde musulman. Je dis ça parce que je connais des gens qui sont entrés dans la mosquée de Paris, les grandes mosquées, que je l'aime beaucoup. Et il a fait ses prières en manière d'un chiite. Mais il a été un sujet de maltraitant. Et on l'a mis à la porte. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin ou il faut seulement s'occuper des musulmans en France et jamais parler qu'on manque d'autocritique au sein de la communauté? C'est ça. Bien. Merci. Pour compléter la réponse, je donne la parole à mon père Leland qui pourra vous expliquer les raisons. Monsieur, moi j'ai vécu dans les pays musulmans, au Maghreb surtout, et j'ai voyagé au Moyen-Orient, le Liban, Syrie, Palestine, Iran. Donc votre question me paraît très intéressante et importante. Pour moi, les musulmans sont tous des musulmans, sunnites, chiites, de même que les chrétiens catholiques, protestants, orthodoxes, avant d'être chrétiens, catholiques, orthodoxes, avant d'être catholiques, orthodoxes, protestants, ils sont chrétiens. Pour moi, les musulmans sont tous des musulmans, chiites et sunnites. Pourquoi est-ce qu'en France, en effet, les chiites sont mal connus et quand je vois ce que j'ai vécu, moi, en Maghreb, et ce que j'ai vu et vécu au Moyen-Orient, et maintenant à Paris, je pense que la France, par son histoire, lointaine et proche, a surtout eu des contacts avec le Maghreb, et qu'en France, la plupart des musulmans qui vivent en France, qui sont maintenant souvent français, sont en majorité originaires du Maghreb. Le Maghreb est sunnite. Et donc, c'est vrai que les musulmans chiites en France sont moins nombreux, moins connus, moins reconnus. Et je pense qu'en France, les musulmans sont en train de s'organiser. Je trouve que c'est très important que dans leur diversité, les musulmans de France s'organisent, de même que toutes les religions, nous les catholiques, nous sommes aussi divers et unis. Donc dans cette organisation de l'islam, qui se fait actuellement en France
ce n'est pas facile, mais il se fait. Je pense que c'est très important que les chiites soient présents aussi. Et pour ma part, moi, quand j'ai l'occasion d'en parler avec des amis musulmans, je leur dis ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que pour moi, les chiites, les musulmans chiites en France, doivent apporter leur contribution à l'islam de France. Et je peux vous dire que du point de vue du dialogue entre chrétiens et musulmans, nous avons à Rome, évidemment, au Vatican, au Moyen-Orient et aussi en France, de très bonnes relations entre des théologiens catholiques français et des théologiens musulmans chiites. Et donc je trouve que votre question est importante et que les musulmans chiites ont beaucoup à apporter à la communauté musulmane dans tous les pays du monde, y compris en France. Merci bien, mon père. Je dois ajouter aussi, on sait très bien, l'Occident, il ne connaît pas très bien l'islam. Et le monde islamique aussi, il est étranger par l'aspect de chiisme. Voilà, si vous avez d'autres questions. Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai une question d'ordre général, qui est une question d'ordre terminologique. Je suis un peu gênée parce que parfois ça prête à confusion. Le terme d'islamisme est devenu critique. Alors quand on veut parler soit de fondamentalisme, soit de fanatisme, soit de terrorisme, on utilise le terme d'islamisme. Alors qu'on a le christianisme, le judaïsme et l'islamisme aussi doit être exempt de cette connotation péjorative. Alors je me demande pourquoi on n'utilise pas les termes idoines tels que fanatisme ou fondamentalisme ou radicaux ou terroristes selon les cas, et tous les fondamentalistes non plus ne sont pas nécessairement terroristes. Alors je pense que, parce que j'entends beaucoup les médias utiliser le terme d'islamiste sans rajouter radicaux ou fondamentalistes, et je pense que finalement ils agissent sur l'inconscient de la population française qui finissent par avoir un rejet de l'islam. Quand l'islamisme, ils ont d'autres chats à fouetter qu'à chercher à comprendre islam, islamisme. Pour eux, ça devient identique. Et je pense que les intellectuels, tous les politiques, ont une responsabilité à cet égard. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Tout d'abord, tout en remerciant notre cher président, Dr. Rasmi, et ensuite le discours éloquent de mon père, Charles Michel, ainsi que M. Zekri et M. Gorovic, je voudrais me demander, en face de tous les actes de terrorisme, en face de tous les événements catastrophiques, les guerres, quel est le rôle de l'éducation, de l'UNESCO, des universités, c'est-à-dire les professeurs d'histoire dans les universités, comme j'avais déjà exprimé au congrès de philosophie à Istanbul, ainsi que la semaine dernière à UNESCO au cours de apprentissage au cours de la vie. Quel est le rôle, quel est notre rôle? Alors, donc, il faut un changement les bouquins de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont loin. Notre cher père, il a bien expliqué dans les livres, dans sa livre, ainsi qu'au Coran, dans la Bible, la même chose, et partout dans. Alors, que faire? Quel est notre rôle comme éducateur, comme professeur d'histoire? Et voilà, je m'excuse. Merci bien. Merci de m'avoir donné la parole. Ma question sera pour M. Rasmussen.
qui a parlé de la responsabilité des États-Unis dans le conflit de l'Irak, qui a tenté de ramener la démocratie en Irak, mais par contre, le résultat, ils ont ramené Daesh. Est-ce que elle est où la responsabilité des États-Unis aujourd'hui? Mais est-ce que c'est pas la même chose la responsabilité de la France en Libye? Est-ce que le groupe islamiste radicaux en Libye aujourd'hui, c'était pas la responsabilité de France? Merci. Bon, c'est une bonne question que vous avez posée, mais je ne suis pas à l'auteur de votre réponse. La politique américaine, vous savez très bien, c'était une politique d'instauration de la démocratie au Moyen-Orient. C'était une politique d'instaurer la démocratie en Afghanistan, en Irak, au Grand Moyen-Orient. Vous savez très bien, c'est la famille Bush. Le grand et le petit, ils voulaient instaurer déjà la démocratisation dans le Moyen-Orient, Grand Moyen-Orient. Et dans cet aspect, bon, avec l'autorisation des Nations Unies, ils ont installé déjà la démocratie en Afghanistan. On connaît très bien. L'ambassadeur de l'Afghanistan, il est là. Il présidera la deuxième séance, éventuellement, qui pourra vous donner des indications plus précises. L'instauration de la démocratie en Irak, déjà, moi j'ai indiqué comme quoi cette instauration de la démocratie, il nous a donné la naissance de Daesh. Est-ce que quelqu'un il peut être opposé à l'existence de Daesh aujourd'hui au Moyen-Orient? Ok. En Europe? Ok. En Asie? En Tchétchène? Daesh, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il instaure le califat. Qu'est-ce que c'est le califat? Il faut connaître l'islam. Dans ce cas-là, la situation en Libye, la politique américaine, la France est complètement différente. Moi, je ne suis pas pour la politique française. La politique française, il n'a pas une politique à l'auteur de la France, de la diplomatie française. La politique française aujourd'hui est parallèle à la politique des Américains. Dans ce cas-là, je ne pouvais pas approuver une politique qui n'était pas à la hauteur de la culture et civilisation française. Et moi, c'est ce que j'ai indiqué. J'ai dit, voilà, l'instauration de la démocratie en Irak, il nous a donné la naissance d'une rivalité de la politique saoudienne et qatarienne. Et cette rivalité, il nous a donné déjà des problèmes qu'il existe au Moyen-Orient. Voilà, je ne voulais pas être le principal orateur. Il y a d'autres questions? Oui, là-dedans. Merci. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Je me présente, je suis l'ambassadeur du Gabon à l'UNESCO et à la francophonie. Docteur Ménian. Bien, je souhaite dire que c'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi les présentations qui nous sont faites à l'UNESCO précisément. Nous sommes également dans ces débats-là au regard des événements qui se déroulent à travers le monde. Mon sentiment ici, c'est d'abord de dire que je n'interviens pas du tout ici en donneur de leçons, ce n'est pas mon but. Mais je souhaite dire quand même qu'il y a un certain nombre d'observations préalables que nous devons tous de mener en introversion au sein de nos différentes sociétés. Je souhaite dire que l'intervention du Père Lelong est fondamentale pour moi. Elle est fondamentale en ce qu'elle montre toute l'importance des religions et comment ces religions sont suivies, sont appliquées, sont menées, conduites dans les différentes parties du monde. J'appuie en disant tout simplement en ce qui concerne les religions que de mon humble point de vue, toutes les religions se valent. Maintenant, on est confronté à ces mouvements terroristes devant lesquels
nous n'allons pas demeurer. Je veux dire qu'il est temps que le monde se réveille, et je salue d'ailleurs en cela les décisions prises au dernier sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Mais ceci, c'est bien que nous posions des actes conjoints ensemble pour lutter contre le mal. Mais je veux dire que le mal, c'est le ver dans le fruit. La nature a horreur du vide. La nature fait qu'il faut qu'il y ait des choses de comblées. Dans nos civilisations, quelque part, il y avait du positif. Le positif, c'était que l'enfant n'appartenait pas qu'à une seule personne. L'enfant, quand il naît, lorsqu'il est dans le ventre de sa mère, il est à une seule personne. Et une fois que l'enfant est dehors, il appartient à toute une communauté qui a en charge son éducation. Ici, nous nous trouvons là face à des conséquences qui découlent des individualismes. Et je m'excuse de le dire, mais quelque part, nous devons regarder à notre éducation. Je dis, c'est tout aussi valable pour le pays dans lequel je vis, mais pour mon propre pays également. Parce que le fait que l'enfant soit laissé livrer à lui-même fait que lorsqu'il ne ressent pas de sortie d'espoir pour lui, il va à ce qui l'intéresse et qui l'attire. Et ces recruteurs de nos enfants aujourd'hui les attirent. Mais les attirent parce que l'enfant n'est plus pris en compte par la communauté à laquelle il appartient. Et parce que l'enfant aussi se retrouve face à une situation de non-issue. Et devant la non-issue, eh bien, il va n'importe où et il va là où il ne faut pas. Donc je crois que nous avons une conséquence, une responsabilité première là-dedans avec l'éducation, faire en sorte que l'éducation ne laisse aucun enfant dehors. Et ça veut dire que quelque part, peut-être, les intégrations n'ont pas toujours fonctionné comme elles devraient le faire. Je me félicite et j'ai vu que un des intervenants tout à l'heure parlait d'un article qui se trouve là-dedans, que j'ai d'ailleurs lu, mais qui est très très riche en apports pour nous tous. Je veux dire que je crois et j'apprécie tous les efforts qui sont faits actuellement pour aller au fond du problème, parce qu'il ne faut pas voir uniquement les conséquences. Les fonds du problème doivent être revus. Et dans les fonds du problème, bien sûr aussi, il y a la question palestinienne. Parce que autant nous bougeons ici, et c'est bien que nous bougeons, quand on a vu ces massacres du 11 janvier, j'ai suivi ça en direct dans mon domicile, c'est affreux. Mais autant également, je dis, l'Occident, nous ne bougeons pas assez quand il y a des enfants palestiniens qui sont tués tous les jours, quand il y a des enfants israéliens également, qui sont tués par des bombes, quelques bombes que lâchent les Palestiniens. Nous devons bouger dans les deux sens et dire aux deux communautés arrêtez et mettre toutes les cartes sur table pour faire avancer la paix. La paix est une donnée commune à nous tous. Et ce n'est pas une seule personne, et je dis, ce n'est pas uniquement à des Américains de défendre la paix au Moyen-Orient. C'est tous. La France, tous, le Gabon, tout le monde doit s'impliquer. C'est notre valeur commune à tous. C'est la vie. La femme donne la vie, et donc c'est dans ce sens-là que l'on termine. Merci bien.